Dimanche 18 décembre 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition. Tout de suite, on est détail des informations de ce jour. Il est espéré que le PIB de Madagascar augmentera en 2023 si l'on se base sur la loi de finances 2023 selon la présidente de l'Assemblée nationale. Elle a indiqué que le budget du gouvernement reflète également la considération particulière des aspects sociaux et économiques et surtout la mise en place d'infrastructures dans de nombreuses régions à Madagascar. Dans cette perspective, tous les responsables gouvernementaux doivent s'engager et assumer leurs responsabilités afin que Madagascar puisse continuer à progresser vers le développement, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale lors de la cérémonie de clôture de la session parlementaire vendredi dernier. Page politique, le président national de la plateforme IFI, Richard Ramanabit, en a eu une rencontre avec les membres issus de cette plateforme dans le district d'Atimjan hier. Le président, qui est aussi sénateur de Madagascar, a affirmé qu'il ne devrait y avoir aucun conflit entre les partisans du président de la République. C'est la stabilité et la solidarité qui doivent prédominer, a-t-il souligné. Le président de la République, Andrzej axe tous ses efforts pour le développement de Madagascar, a déclaré le président national de la plateforme IFI, Il a confirmé que les bons résultats obtenus lors du voyage de la délégation conduite par le président de la République à Washington en sont la preuve. Cela prouve que le monde fait confiance aux efforts du président. Au cours de ces 3 derniers mois, le président de cette plateforme a effectué des visites dans tout Madagascar pour renforcer les liens entre tous les membres de l'IFI. Pour hier, les membres dans le district Atimjan se sont réunis dans la commune de Bemasoan-Jitos et aujourd'hui à Nalavour. L'IFI, qui regroupe plus de 500 organisations à travers l'île et regroupe plus d'un quart des votants. Par ailleurs, l'IFI affirme son soutien au président de la République Andrzej pour l'élection de 2023. En tourisme, après la fermeture des frontières en raison de l'épidémie de Covid-19, le nombre de personnes ayant l'expérience requise dans le secteur du tourisme a diminué car tous les professionnels se sont tournés vers d'autres emplois en raison du manque de travail durant ces périodes durant lesquelles l'épidémie s'est propagée, a indiqué le ministre du Tourisme. Le ministère a ainsi lancé un appel aux jeunes à s'intéresser davantage au secteur du tourisme. À cet effet, en fin de semaine, il y a eu une rencontre du ministre du Tourisme avec les jeunes lycéens, que ce soit privé ou public, pour les informer sur les filières et parcours liés au tourisme. Jusqu'à présent, le secteur du tourisme à Madagascar subit encore les effets négatifs causés par l'épidémie de Covid-19. Après la fermeture des frontières en raison de cette épidémie, il est constaté que presque tous les professionnels du secteur se sont tournés vers d'autres emplois, voire d'autres secteurs. Cependant, c'est la vision du ministère du Tourisme d'attirer autant de touristes qu'en 2019, qui a atteint environ 400 000 touristes. Face à cela, le gouvernement est dans l'obligation de trouver une solution afin de résoudre ce problème selon le ministre du Tourisme, Joël Rajiamanjantu. Nous sommes actuellement en train d'appliquer les stratégies élaborées par le ministère du Tourisme pour le redressement de ces secteurs et nous cherchons encore d'autres moyens pour aider les opérateurs touristiques qui ont perdu leurs emplois en raison de cette épidémie de Covid-19, a-t-il affirmé. En fin de semaine, le ministère du Tourisme a tenu une réunion avec les lycéens pour les informer sur les filières et les parcours liés au tourisme. Continuons toujours dans ce contexte. Les acteurs du tourisme demandent l'augmentation du nombre de compagnies aériennes pouvant effectuer des vols directs depuis Touliar vers l'étranger. L'objectif est de permettre à davantage de touristes de visiter le parc national de l'Issal selon ces derniers. Le parc national de l'Issal est la deuxième source de revenus du trésor public dans le secteur du tourisme après Nosy-Be, selon les rapports des responsables et opérateurs touristiques locaux. L'épidémie de Covid-19 a eu un impact néfaste sur le tourisme local, selon eux, réduisant la recette dans le secteur du tourisme dans la zone de l'Issal. Pour pouvoir résoudre ce problème, les acteurs du secteur du tourisme de l'Issal ont demandé d'étendre les compagnies de transport aériennes qui peuvent effectuer des vols directs depuis Touliar vers l'étranger. Ils ont lancé cette demande durant la Journée internationale des régions qui s'est tenue dans la région Yourmé. Aussi, ces opérateurs touristiques lancent un appel au respect de ce parc national qui est unique et qui rend particulière notre pays pour sa beauté.
Ensuite, en santé, l'atelier sur la coordination du système d'information sanitaire à Madagascar, qui a été initié par le ministère de la Santé publique, s'est achevé vendredi. L'atelier a duré 5 jours. C'était le premier atelier au cours duquel a été étudié le système d'information sanitaire dans le pays. Cet atelier a permis de voir chaque catégorie du système d'information en santé dans chaque région, car toutes les agences régionales de santé publique issues des 23 régions y ont assisté. La réalisation de cet atelier vise l'amélioration de la santé publique régionale. Et le nombre de personnes atteintes du coronavirus a encore diminué durant la semaine du 10 au 16 décembre par rapport à la semaine précédente, avec un total de 63 nouveaux cas selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé publique. Néanmoins, un décès a été enregistré et le plus grand nombre de cas se trouve dans la région d'Analamanque. Reportage. Le nombre de personnes atteintes de la Covid-19 à Madagascar a connu une baisse la semaine dernière par rapport aux 2 semaines précédentes. En effet, entre le 10 et le 16 décembre, 63 sur les 851 personnes testées ont été positifs, alors qu'elles étaient 133 durant la semaine du 6 au 9 décembre. Cette semaine, un décès a été enregistré et une personne présente une forme grave de la maladie. En ce qui concerne la répartition des cas au niveau de chaque région, la majorité des cas ont été détectés dans la région Analamanque, soit 51 cas. 5 cas ont été enregistrés dans la région Matiachambun, 2 cas chacun à Vaknakarach et Yourmbe, et 1 cas chacune ont été enregistrés dans les régions Menabe et Bunglav. Le ministère de la Santé publique recense actuellement 200 cas actifs du virus de Covid-19 dans le pays. Place maintenant aux actualités internationales. Seuls 8,8% des électeurs tunisiens se sont rendus aux urnes samedi pour participer aux élections législatives pour élire un nouveau parlement privé de pratiquement tout pouvoir. Dernière étape de la transformation du pays en régime ultra-présidentiel sous la houlette de Kais Saied. Reportage sous les images de France 24. Moins de 1 Tunisien sur 10 s'est déplacé pour ce premier tour des élections législatives. Une éditorialiste d'un site d'information avait publié un article pour expliquer les choses sympas à faire ce samedi. Et dans cet article, il n'était nullement question d'aller voter, ce qui donne le ton de cette élection particulière. Beaucoup de Tunisiens sont restés chez eux ou ont vaqué à d'autres occupations parce qu'ils estimaient que ce n'était pas un rendez-vous important à leurs yeux, parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. La situation économique est complexe en ce moment et c'est ce qui est dans tous les esprits. Et puis il y a d'autres éléments qui expliquent sans doute cette très faible abstention. Un peu plus tôt dans la soirée, le président de l'ISI, l'instance supérieure et indépendante pour les élections, était bien en difficulté lorsque les journalistes lui ont demandé les raisons de cette abstention record. Eh bien, il n'y a pas vraiment eu de campagne. Les candidats qui vont être au sein de cette nouvelle assemblée sont des novices en politique et c'est vrai que c'est une campagne sans les partis politiques qui ont boycotté ce premier tour des législatives. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans un pays qui ne s'est pas déplacé alors que finalement, cette élection était importante dans la mesure où elle risque de façonner le nouveau système politique tunisien. Ensuite, l'Ukraine a été la cible vendredi d'une nouvelle salve de missiles russes qui a plongé dans le noir la deuxième ville du pays, Kharkiv, touché des infrastructures stratégiques dans le sud et provoqué des explosions à Kiev, la capitale, selon les autorités ukrainiennes. Toujours avec France 24. Le réveil à Kiev ce vendredi. Dès le lever du jour, les frappes russes se sont abattues sur la capitale. Réfugiés dans le métro, ces Ukrainiens tentent de défier la peur. Non loin d'ici, plusieurs personnes ont été tuées lorsqu'un projectile a frappé leur immeuble. Le maire de la ville a sommé les habitants de rester dans les abris. La capitale est privée d'eau et elle n'est pas la seule. Kharkiv, Poltava ou encore la région de Zaporijia sont elles aussi la cible des frappes russes. Une nouvelle vague massive de bombardements russes vise l'infrastructure énergétique. Des installations ont déjà été endommagées dans l'est et le sud du pays. Frapper les infrastructures pour plonger les Ukrainiens dans le froid et dans le noir, Moscou poursuit sa stratégie, implacable.
Une tactique mise en place après les revers militaires russes de cet automne, au nord-est et dans le sud du pays. Des régions où se concentrent les combats depuis plusieurs mois. Mais dans un entretien donné au journal britannique The Economist, le commandant en chef de l'armée ukrainienne dit s'attendre à une nouvelle attaque sur Kiev dans les tout premiers mois de 2023. Et au Royaume-Uni, l'inflation dépasse les 11%, son plus haut taux depuis 1981, une crise qui se ressent jusque dans les cantines où de plus en plus de familles peinent à financer les repas de leurs enfants. Détail avec France 24. %48 of our families are currently on free school meals. In a city like London, one of the most thriving cities in the world, it's shocking. It's shocking to think that that number of children and our families are struggling to make ends meet and are struggling to provide the food that they need for their families. It's really quite a shocking statistic, I think. Research by the Child Poverty Action Group earlier this year estimated that 1 in 3 school children living in poverty don't qualify for a free school meal. So when we talk about hunger, we're talking about children coming to school and relying on a hot, nutritious meal at lunchtime. And that's why we're running a campaign to extend eligibility so more families living in poverty can access good nutrition at lunchtime. It is baffling, and I think we have to decide as a nation whether we value children's health and whether we think it's fair that children aren't getting the nutrition they need to access learning, to access the same experience of their peers. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.